les coulisses. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais rien, vous étiez en train de regarder le prix des voitures électriques. Bah oui, puisqu'on va parler des voitures électriques. Et je ne savais pas combien coûtait une Tesla. Bah voilà, c'est exactement l'objet de notre échange, de nos échanges à venir. Non, mais c'est pour ça que je me permets de révéler ce qui se passait un peu en coulisses. Puisque le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Alors même si vous l'avez entendu hier matin dans le 6-9 sur LCI, les prix vont un peu baisser. Le porte-parole de l'UFIP nous l'annonçait hier matin. La semaine prochaine, a priori, ça devrait commencer de légèrement à baisser. Enfin, je dis commencer. Ce sera temporaire, puisque là aussi, nous vous l'avons expliqué, notamment grâce à Pascal Perry, on est sur une hausse durable avec des prix durablement autour de 2 € le litre. En ce moment, voilà où nous en sommes. 1,91 pour le litre de samplon 95. Pour le gazole, on est au même prix. Ce qui explique sans doute pour partie ce chiffre que nous vous montrons ce matin et qui nous a interpellés. 29%, c'est l'augmentation, c'est le prix, le volume des véhicules électriques désormais vendus dans la part du neuf. 29% de ventes de véhicules électriques ou hybrides sur les véhicules neufs. C'est un véhicule neuf sur 5, ce qui explique désormais que le marché des véhicules hybrides ou électriques soit un quart des véhicules qui se vendent en France. À titre de comparaison, pour que vous ayez tous les chiffres en tête, on a regardé ce que coûtait de parcourir 100 km en voiture en France. Si vous le faites avec un véhicule essence, ça vous coûtera près de 13 €, un peu moins de 10 € en diesel et 3,64 € en électrique. Ce qui explique sans doute ce boom, Pascal, ce boom des véhicules électriques. Alors, est-ce que du coup, c'est le prix du carburant qui booste la hausse de l'électrique? Vraisemblablement. Puis il y a aussi les politiques gouvernementales. Il y a d'abord la réorientation de l'industrie en tant que telle. Puisque la doxa aujourd'hui, c'est de dire il faut supprimer le moteur thermique. À partir de 2035, de mémoire, on n'en fabriquera plus. Et à partir de 2050, on n'en vend plus. Donc ça veut dire que, y compris le parc d'occasion de véhicules thermiques, c'est loin 2050, mais c'est un cycle industriel. C'est-à-dire que les industriels prennent des décisions. Chez Renault, chez Peugeot, aujourd'hui, on électrifie une partie de la flotte, on lance de nouveaux modèles. Et donc là, il y a quelque chose de très spectaculaire. C'est la croissance qu'on a montré à travers ce diagramme-là on va le remontrer. On a vu il y a quelques secondes. Qui montre que la progression, elle est vraiment très spectaculaire. On part toujours de zéro, on part presque de zéro, et puis on arrive aujourd'hui à 25%. Ça veut dire, comme vous l'avez dit Jean-Baptiste, qu'il y a presque un véhicule sur 3, 30%, on n'est pas loin du tiers. Un véhicule sur 3 qui est soit 100% électrique, soit hybride. À mon sens, le prochain gap technologique, c'est la disparition de l'hybride, pour aller vers le tout électrique, le temps que la France soit équipée de bornes de recharge rapide, notamment, en particulier dans les logements collectifs, dans les logements individuels et dans les entreprises. Et la deuxième nouvelle significative, c'est que, comme toujours, ce sont les pure players qui l'emportent. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui ne font que ça, ceux qui sont nés de l'électrique. Et il n'y en a qu'un, c'était ça. Tout à l'heure, quand Soisic cherche un prix, elle ne va pas chez Peugeot ou Renault, elle va chercher le prix de Tesla. C'est ça. Et la Tesla, elle cartonne. D'ailleurs, il suffit de se rendre sur la route pour se rendre compte qu'il y en a de plus en plus qui roulent donc près de nous. Et ça va continuer en septembre 2023. Vous allez le voir, plus 60,5% de ventes de Tesla par rapport à septembre 2022. L'une des voitures les plus vendues, c'est la Tesla Model Y. Depuis le début de l'année, c'est près de 30 000 exemplaires vendus. C'est donc significatif. Et c'est le 8e véhicule le plus vendu en France. On compte évidemment les thermiques ou encore les hybrides et les électriques. C'est Elon Musk, Tesla. François, il a inondé le marché avec ses véhicules. Alors qu'il fabrique désormais en Chine, mais aussi pour partie en Europe. Oui, en Allemagne. Et qu'il a beaucoup de mal à vendre aux États-Unis comparativement à l'Europe. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que inventeur américain, usine américaine, process américain, incitation américaine, notamment avec les grandes réformes de Biden, il y aurait des véhicules américains qui se vendraient comme des petits pains, des véhicules électriques. Et c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout le cas. 8% par rapport à nous, 27, 28%. Donc ça prouve bien que c'est plus difficile, mais en même temps parce que l'Europe, et particulièrement la France, a su mettre en place ces dispositifs incitatifs. Enfin, je parle sous le contrôle de Pascal, mais je crois qu'aujourd'hui, personne n'achèterait une voiture électrique s'il n'y avait pas le bonus écologique qui permet quand même de diviser. Ce serait très marginal. Ce serait extrêmement marginal. Donc ça, combien de temps ça va durer ? La question, c'est est-ce qu'on va donner ce bonus écologique jusqu'en 2030 ? Je ne crois pas. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que quand vous voyez en Chine aussi,
En Chine, ils en sont à combien de voitures électriques en pourcentage? Pareil, 30%, c'est considérable pour un pays comme la Chine. Oui, on ne parle pas des mêmes volumes. Non mais bien entendu, mais ce qui est fou, c'est de voir, vous voyez, la proportion. Et cette proportionnalité-là, c'est la même en Europe, c'est la même en Chine. Et les Chinois ont en plus quelque chose que nous n'avons pas encore, et qui, enfin moi j'ai vu ça à Pékin, c'est incroyable, c'est le scooter électrique. Oui. Parce que ça, pour le coup, quand vous voyez la taille des villes chinoises, et le fait qu'aujourd'hui, comme chez nous, c'est de plus en plus difficile de circuler en voiture, le scooter, c'est le véhicule, j'allais dire de remplacement, mais surtout de substitution. Et là, il n'y a pas un seul scooter thermique aujourd'hui en Chine. Ça marche très bien, le scooter électrique, je peux vous dire. Et Énergis peut vous parler de la voiture électrique qui marche très bien aussi. Non, mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un boom. Alors, il y a un boom de Tesla. Tesla, il y a aussi une question très française, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une usine de batterie Tesla ou pas en France, hein, c'est pas encore totalement sûr, mais l'Élysée s'active justement pour trouver une solution. Alors, On après, se souvient des entretiens entre Elon Musk et Emmanuel Macron récemment. oui, qui avait été très médiatisé. Mais là, en regardant justement, je ne connaissais pas donc le prix d'une voiture Tesla. En regardant sur le petit modèle, le plus petit, on est quand même à 48 000 euros. Donc, qui achète des Tesla aujourd'hui, même avec un bonus écologique? On est quand même sur des cadres sup, sur des voitures d'entreprise. Donc, toute la question, ou des taxis, oui, de plus en plus. Toute la question et d'ailleurs, c'est ce qui est repéré par le gouvernement, ça va être l'électrique, mais pour qui? Donc, c'est la prochaine étape avec cette idée de leasing. On en a déjà parlé ici, c'est-à-dire 100 euros par mois. Alors, il y a toujours il faut toujours verser une avance, un acompte sur le leasing. Ensuite, 100 euros par mois pour acheter des petits véhicules électriques, comme par exemple la R5 électrique, qui sera bientôt mise en vente. Mais il va falloir démocratiser ces véhicules électriques, parce que pour l'instant, c'est vrai c'est quand même sur des voitures qui coûtent très très cher. En 2021, MG pesait 4% de part de marché en France, 8% désormais en Europe. Pardon. Quelle progression. On est avec le directeur commercial porte-parole de MG Motor France, Julien Robert. Bonjour Monsieur Robert, merci d'être avec nous. Bonjour. Quelle est la tendance que vous voyez se dessiner? Là, je donnais les chiffres du groupe que vous représentez. Vous avez doublé votre part de marché sur l'électrique en Europe. Est-ce que la tendance est ça désormais? Pour vous, c'est l'électrique évidemment et continuer de doubler les parts de marché année après année? Oui, alors doubler, ça va être encore compliqué sur les prochaines années, mais on va continuer à progresser puisqu'on va lancer d'autres modèles. Vous parliez tout à l'heure du leasing social et de la voiture électrique plus abordable. C'est quelque chose qu'on a lancé depuis le mois de juillet et c'est un effet accélérateur sur nos ventes, bien entendu, puisqu'on voit qu'il y a une réelle demande du grand public pour acheter des véhicules électriques plus abordables et on a la chance de pouvoir en proposer. On a 2 véhicules en leasing social qui sont à 99 euros par mois. Donc ça nous permet de progresser très fortement. Notre part de marché sur l'électrique sur les derniers mois, elle est plutôt à 10% et on va continuer à progresser et en lançant l'année prochaine de nouveaux modèles électriques. Alors, justement, arrêtons-nous sur un point précis, Monsieur Robert, parce que c'est très important. Ouais. Où sont fabriqués les véhicules? Je vous pose la question, vous, parce que MG fut américain, désormais a été racheté par un groupe chinois, c'est ça Anglais, je crois que c'était au départ. Anglais, pardon, et chinois désormais. Donc, pourquoi je vous pose la question? Parce que les aides en France seront conditionnées à l'endroit où les véhicules sont fabriqués. Et aux conditions de production. Voilà, et on va essayer d'éclairer nos téléspectatrices et téléspectateurs, parce que c'est très compliqué à suivre ça pour tout le monde. Où sont fabriqués vos véhicules, vous, Monsieur Robert? Alors pour le moment, les véhicules sont fabriqués en Chine, puisque c'est là où on a nos usines de batterie. On a un projet d'ouvrir une usine en Europe très prochainement. Alors on est en train de regarder à quel endroit exactement. On a besoin et on aura besoin de fabriquer des véhicules en Europe, mais pour le moment, la production est en Chine, puisque nos fournisseurs de batteries sont en Chine pour le moment. Il n'y a pas vraiment d'usine prête pour s'approvisionner en Europe pour le moment. Oui, je crois qu'aucune marque ne peut passer à côté du marché européen. Alors, il y a un grand marché qui est celui de la Chine, qui était en croissance, mais de mémoire, on doit vendre environ 100 millions de véhicules par an, véhicules neufs, et vous devez en avoir entre maintenant, je ne sais pas, 12 et 15 qui sont vendus, monsieur, en Europe. Un peu de choses près. C'est ça à peu près. Bon, il n'y a pas un constructeur qui va passer à côté. Un bon constructeur français vend 6 ou 7 millions de véhicules chaque année. Donc vous vous rendez compte que ce marché européen, il n'est pas à négliger. Et enfin, on sait qu'il y a une certaine forme d'agilité des Chinois. Les Chinois ne veulent surtout pas passer à côté du marché électrique en Europe, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, leur marché n'est pas très solvable. C'est-à-dire qu'ils vendent pas nécessairement avec un profit élevé. Je pense que leur stratégie, monsieur nous dira le contraire, mais leur stratégie, ce sera peut-être de vendre à perte
pour commencer, pour s'implanter sur le marché européen, pour y avoir un pied et ensuite se développer. Mais faisons leur confiance, ils seront tout à fait capables d'installer des usines en France et en Europe si la législation l'impose. Alors attention, parce que François, là il y a un vrai enjeu géopolitique. Ce qui se passe entre l'Europe, la Chine, spécifiquement là, la France et la Chine, en fait, il y a des coups de pression. D'un côté, l'Europe et la France disent attendez, si on doit importer les véhicules, on va taxer, ou en tout cas moins aider. Et la Chine dit ah oui, du coup, nous on met pas d'usine. C'est tout le jeu qui se passe entre l'Europe et la Chine depuis, en gros, depuis le Covid, si vous voulez, depuis qu'on a décidé d'avoir une politique européenne qui soit moins dépendante de la Chine et pas uniquement, évidemment, sur les voitures. Et cependant, les dirigeants européens l'ont répété à plusieurs reprises, et même Emmanuel Macron aussi, de son côté, nous ne voulons pas de découplage avec la Chine. Autrement dit, on ne va pas rapatrier toutes les usines européennes qui sont en Chine pour les remettre sur le sol européen. C'est un fantasme, ça n'existera pas. En revanche, sur certains produits très spécifiques, et la voiture n'en fait pas partie, il y a l'idée qu'il y aura une souveraineté européenne. Donc c'est le marché de l'énergie, le marché de la tech, et un certain nombre d'autres industries comme ça que nous considérons comme vitales pour nos intérêts européens. En revanche, le reste, j'allais dire les produits de consommation plus courantes, et la voiture en fait partie, ce sera plus souple. Mais à une seule condition, c'est que les Chinois viennent fabriquer chez nous. Auquel cas, effectivement, ils n'auront pas à supporter les taxes qu'on leur imposera aux frontières. La mondialisation, incontestablement, a des inconvénients. Elle a aussi des avantages. Elle a fait baisser les prix. Mais il y a mondialisation, il y a la relation qu'on a avec la Chine. Mais vous prenez les constructeurs allemands. 50% de la valeur ajoutée d'une Porsche, une belle voiture allemande, vient de l'autre côté de l'ancien rideau de fer. C'est que c'est produit en Tchéquie, en Slovaquie, dans ces pays qui sont l'hinterland européen, où les coûts de production sont très inférieurs. Tous les constructeurs vont chercher à baisser les coûts de production, parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai problème de solvabilité du marché aujourd'hui. Les consommateurs, quand vous leur parlez, quand on parle d'une voiture à 40 000 €, Soisig a parfaitement raison, c'est accessible à qui ? C'est un tout petit marché, en réalité. C'est peut-être un gros marché en L'entrée de gamme d'une voiture aujourd'hui, c'est autour de 15 000 €. Enfin, il y a entre 12 et 15 000, c'est une toute petite citadine avec moins de 200 km d'autonomie électrique. C'est-à-dire que ça peut intéresser éventuellement monsieur ou madame qui vont travailler à 10 km de chez eux, mais pas plus. Alors attendez. Parfois en vacances avec. On part exactement. Julien Robert, est-ce que vous savez à quelle sauce de prime vous allez être mangé ? Parce que là, il y a des discussions, des hésitations, etc. etc. Est-ce que vous savez clairement aujourd'hui ce que vous allez pouvoir dire à vos futurs acheteurs ? Non, pas encore, puisque chaque constructeur doit soumettre un dossier pour le bonus écologique à partir du 10 octobre et on aura le résultat aux alentours du 15 décembre. Alors la plateforme n'est pas encore ouverte pour soumettre les dossiers, donc on attend la date fatidique et le résultat. Donc ça veut dire qu'il va falloir annoncer très vite l'endroit de production des batteries électriques. Oui, alors malheureusement, c'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer au gouvernement, on est de bonne volonté, mais quand le projet de loi est fait au courant de l'été et qu'il est publié rapidement pour une mise en application sous 2 mois, vous doutez bien qu'on ne peut pas ouvrir une usine sous 2 mois. Et puis, au-delà de l'enjeu du bonus écologique, le projet d'ouvrir une usine, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais c'est intéressant, même très intéressant, monsieur Robert. Et ce que dit Soisig, c'est qu'en revanche, votre groupe pourrait faire des annonces. Pourrait s'engager, dire, dans 1 an, 18 mois, nous aurons une usine de batterie en Europe, par exemple. Alors, l'annonce, elle a été faite le 12 juillet. On a annoncé officiellement le 12 juillet qu'on ouvrirait en Europe sous quelques années. Alors, on n'a pas donné une date précise puisqu'il y a des contraintes techniques, mais on va le faire. Et ça a été une annonce officielle du groupe SAIC de le faire. Il faut dire où et quand maintenant. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut préciser, monsieur Robert. Ce sera la France ou ce sera l'Europe au sens large ? Ça sera l'Europe au sens large, mais il y a des discussions avec plusieurs pays, donc dont la France, voilà. dont l'Allemagne et dont l'Allemagne, et dont l'Allemagne et dont d'autres pays. Mais alors pourquoi, Pascal ? Pourquoi est-ce que c'est plus simple d'aller en Allemagne qu'en France ? Parce que les projets sont instruits. Sont documentés, sont instruits de façon beaucoup plus rapide. En France, on a d'abord des espaces disponibles, on a des qualités. Espace disponible, volonté politique. On a un défaut en revanche, c'est le temps d'instruction des dossiers. C'est-à-dire que le temps qu'on ait rassemblé l'ensemble des documents, que tous les ministères aient fait leur boulot et se soient rencontrés, les Allemands ont déjà pris une décision. Or, qu'est-ce qui intéresse un industriel ? Monsieur vient de le confirmer. Il y a ce coup près du bonus là qui arrive dans très peu de temps. Il faut être prêt, donc ils vont aller à l'endroit où ce sera le plus rapidement instruit. À bon entendeur, salut. Parce que on a des défauts, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de les corriger. C'est très intéressant, Soisig, politiquement, parce que encourager les Français à acheter un véhicule électrique, très bien, avec un leasing social parfait.
monsieur nous disait, MG, ils ont deux modèles de leasing social. C'est pas le cas de Tesla, par exemple, qui, lui, peut être sponsorisé parce qu'il a une usine en Allemagne. Bon, ça veut dire que le spectre des véhicules disponibles à bas coût va se réduire. Oui, et c'est tout le pari. C'est-à-dire comment on réussit à attirer des industriels en France et ensuite à donner un bonus écologique si on achète leur voiture. Donc c'est toute la chaîne qu'essaie de tirer le gouvernement avec la question de est-ce qu'on recule ou pas la date du passage au tout électrique, enfin dans la production en 2035. Il y a d'énormes discussions. On voit que c'est compliqué en Europe. Pour l'instant, la France tient, même si Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, avait laissé entendre qu'il y aurait peut-être un peu de recul, mais comme les consommateurs suivent, je pense que les chiffres qu'on vient de voir, c'est-à-dire les chiffres du mois de septembre, montrent que dans les mentalités, ça y est, c'est-à-dire que les gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans une nouvelle voiture se disent pourquoi pas une voiture électrique. Ce qui est quand même intéressant, si on regarde les chiffres de septembre, vous les donniez tout à l'heure, Nargis, mais dans le détail, on vend aujourd'hui plus de Tesla en France que de BMW. Toutes les berlines allemandes. Toute dernière question rapidement, Monsieur Robert, si je prends les choses à rebours, jusqu'à quand est-ce que l'on peut commander une voiture de n'importe quelle provenance pour bénéficier de la prime à fond ? Alors, vous pouvez la commander jusqu'au 15 décembre de cette année et vous devez prendre livraison avant le 15 mars de l'année prochaine. Donc, ce qui laisse un timing assez court pour commander votre voiture. Oui, mais au moins c'est clair. Comme ça, on a donné toutes les informations en notre possession ce matin. Merci beaucoup, Julien Robert, d'avoir été avec nous en direct sur LCI. Je voulais donner juste un chiffre, parce que tout à l'heure, François parlait du marché américain. Quelle est la voiture la plus vendue sur le marché américain ? Une Ford F50, qui est une espèce de pick-up. J'allais dire une grossièreté. C'est une horreur. C'est un désastre écologique. C'est 15 litres au 100. Voilà. Non, dites pas de grossièreté. Voilà. Qui consomme 20 litres au 100. Oui. Allez, dans un instant... On nous chicaille, nous, avec des voitures à 4 litres au 100. Dans un instant, la suite du 6-9.